Je me permets donc de passer la parole à Monsieur Cravareza pour une dizaine de minutes. Même pas. Même pas. Bon, bah écoutez, même pas, donc c'est parfait. Voilà, je vous cède la parole. Présidente, oui, effectivement, j'ai pris mon rôle de discutant plus comme un rôle de poseur de questions que réellement comme voilà, une quatrième intervention qui viendrait vous proposer une thèse. En fait, ce qui m'a particulièrement intéressé dans vos trois interventions, c'est les liens avec les débats plus généraux et qu'on a eu de manière plus abstraite hier. Notamment revenir sur quelques éléments de consensus qui ont été avancés hier après-midi, notamment le fait qu'il y a un volet formel et un volet matériel dans cet état de droit qu'il convient de distinguer, mais qui néanmoins sont liés, et le fait que la fonction finalement de cet état de droit, c'est la lutte contre l'arbitraire. Le fait qu'on ne soit pas soumis à un pouvoir discrétionnaire extérieur qui va venir vous imposer de manière imprévisible des décisions. Or, il me semble qu'il y a un élément qui potentiellement peut ressortir dans chacune de vos interventions, c'est celui de la norme juridique de référence, en fait. L'état de droit, alors on disait l'état de droit, c'est pas l'état de n'importe quel droit, mais dans la conception classique de l'état de droit, en fait, cette protection contre l'arbitraire, elle vient du fait qu'on a une norme juridique qui est prévisible, qui peut être appliquée de manière prévisible, et donc le juge ne fait qu'appliquer quelque chose qui a déjà été convenu en amont. Or, dans les catalogues des droits fondamentaux, ce qui est particulier, c'est le professeur Robert Alexis qui disait que le paradoxe des déclarations des droits, c'était des normes juridiques qui prévoient elles-mêmes leur propre violation, et qui ne font qu'encadrer les hypothèses dans lesquelles la liberté d'expression pourra être outrepassée, dans lesquelles le respect de la vie privée pourra être outrepassé, etc., etc. Et donc, en fait, ça conduit à s'interroger en quoi le fait d'avoir un recours effectif et un juge qui va venir vérifier la conformité à un catalogue de droits fondamentaux qui est lui-même indéterminé protège contre un pouvoir discrétionnaire. Puisqu'on voit dans cette matinée assez négative sur le rôle du juge, le fait que ce pouvoir discrétionnaire du juge, il peut être tout aussi liberticide que le pouvoir discrétionnaire de l'administration, en fait. Et donc le fait d'avoir un juge qui va venir fixer le niveau acceptable de restriction à la liberté individuelle plutôt que l'administration, en tout cas on peut s'interroger, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours nécessairement suffisant pour assurer la protection de ces libertés ? Et alors du coup, pour revenir sur vos interventions de manière plus particulière, une question que je souhaiterais adresser au professeur Bouon, c'est est-ce que vous pensez que même malgré l'indétermination des textes, en fait, on peut quand même arriver à rendre distinct le raisonnement du juge de celui du politique, dans la détermination du standard général de protection des libertés individuelles? Est-ce qu'on peut arriver à rationaliser ce que visiblement vous essayez de faire avec cette notion de risque, et pour pouvoir encadrer, rendre prévisible, et donc se rattacher en fait à cette lutte contre l'arbitraire? La question que je souhaiterais adresser au professeur Gauthier, c'est est-ce que, à votre avis, le fait que la Convention de Genève qui fixe le droit d'asile ne fait pas que proclamer et un peu plus déterminée en tout cas, dans sa mise en œuvre du droit d'asile, fixe des conditions plus précises, selon vous, sert de cadre efficace pour limiter le glissement que le juge peut avoir dans la suivi d'une opinion publique qui est moins perméable à cette idée de droit d'asile? Et la dernière question que je souhaiterais adresser à Madame Le Boniec est la suivante, c'est est-ce que vous pensez que finalement, même si le juge est aussi discrétionnaire en fait, potentiellement aussi discrétionnaire que l'est l'administration dans la détermination de ce standard juridique de protection des droits fondamentaux, est-ce que le simple fait qu'on ait deux autorités qui doivent se mettre d'accord, et deux autorités différentes, donc qui pourront éventuellement ne pas partager les mêmes préoccupations à court terme, les mêmes impulsions émotionnelles à certains moments, n'est pas en soi une garantie, et finalement l'avis de la Cour de justice, même s'il est un peu mitigé sur cette protection contre la surveillance de masse, vient quand même mettre des freins à des impulsions un peu hâtives du législateur. Qui veut répondre en premier, peut-être vous ? Je veux bien commencer puisqu'on a posé la première question en s'adressant à moi. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments. D'abord, dire une chose peut-être, c'est que moi aussi j'ai pris un risque
en venant ici avec un travail qui n'est pas tout à fait abouti, avec une réflexion qui est en cours, mais c'est un risque acceptable parce que le bénéfice, ce sont les commentaires que vous pouvez m'apporter pour avancer dans le travail. Et en voici certains qui sont intéressants. La question de la norme juridique de référence pour protéger l'arbitraire et son caractère prévisible. Dans la discussion que j'ai proposée, la norme de référence, c'est principalement la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier son article 2, puisque je me suis focalisé plus spécialement sur le droit à la vie. Et je crois que ce que je vous ai montré tente à permettre de conclure que les choses ne sont pas tout à fait prévisibles, puisqu'il existe du flou dans les concepts que j'ai essayé d'évoquer. Donc, on est dans une imperfection à cet égard-là. Alors, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait mieux conceptualiser? J'ai l'impression que oui, dans une certaine mesure, et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à ce sujet, et que j'essaye d'y réfléchir. Mais je dois aussi admettre, j'ai montré certaines limites à la possibilité de conceptualiser, qu'on ne pourra pas arriver à une solution mathématique de la gestion du risque par le juge. Je ne crois pas que ce soit possible. Est-ce qu'on peut distinguer, vous me demandiez, l'intervention du juge de celle du législateur ? Dans un certain idéal, ça devrait être exactement la même chose, parce que le juge, quand il s'intéresse à une affaire concrète, doit se mettre dans la peau de l'autorité exécutive ou législative qui a adopté précédemment la norme. Donc dans l'idéal, je pense que c'est le même examen qui devrait être réalisé. Dans les faits, les paramètres sont différents, surtout à cause de l'écoulement du temps entre les moments où les décisions sont prises. Celle du législateur, de l'exécutif, et puis celle du juge qui intervient souvent plusieurs années plus tard, et j'ai expliqué la difficulté que cela engendrait. Cela dit, on peut apporter une nuance à ça. J'ai dit qu'en général, le juge intervenait a posteriori, mais ce n'est pas toujours le cas. On pourrait parler de certaines affaires en matière d'article 3, qui concernent l'expulsion de personnes vers l'étranger, où même la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer avant que l'État prenne la décision. Est-ce que donc la décision de renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine peut être prise par l'État dans l'avenir, au moment où le juge se prononce, sans violer l'article 3 ? Et dans ce cas-là, le juge, finalement, se trouve à peu près au même moment que le pouvoir exécutif. Et dans ce cas-là, on a une presque parfaite concordance. Merci. Donc, sur la question qui m'était adressée, sur la norme juridique de référence, moi, je pense qu'on a clairement, que ce soit dans la Convention de Genève ou surtout dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des normes de référence qui sont tout à fait claires. Auparavant, on avait simplement la Convention de Genève qui ne donne pas droit à l'asile, mais qui définit des conditions précises sur l'octroi et le retrait du statut de réfugié. On y a rajouté des clauses qui, à mon avis, sont contraires à la Convention de Genève et qui sont contraires à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux, qui nous dit bien que le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967, et conformément au traité instituant la Communauté européenne. Donc je pense qu'au niveau des normes de référence qu'on a souverainement accepté, le cadre de référence, il est tout à fait clair. Et pour moi, la transposition qu'on a fait, la directive qualification et la transposition qu'on en a fait au niveau du droit interne, si on suit la hiérarchie des normes, on est sur une transposition qui n'est pas dans les
dans les clous, à mon avis, par rapport au texte de référence, surtout qu'on est avec la Convention de Genève et les clauses qu'on y a supplétives, qu'on y a ajoutées, on est dans une restriction d'un droit. Mais bon, tous ces moyens, ils ont été développés, notamment par des acteurs privés et par des ONG, devant la CNDA, devant le Conseil d'État, devant la CJUE, et le moyen n'a jamais été accepté. Ce que j'ai eu du mal à comprendre, ce qui ressortait plus dans votre exposé oral que dans le résumé que j'avais eu avant, c'était le fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de doutes sur la violation des normes de référence. Elles sont suffisamment claires. C'est pas juste une interprétation restrictive du juge, c'est vraiment on outrepasse le sens du texte. Qu'est-ce qui fait que cette... Oui, enfin... J'ai envie de dire, c'est le juge qui applique, par exemple, devant la CNDA, enfin moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est vraiment, on applique le texte, et on applique le texte national. Ouais. Et on ne se pose pas la question de répondre aux moyens qui vous expliquent que, éventuellement, le texte national... Enfin, vous voyez, c'est le juge, il s'enferme dans son rôle, et surtout, c'est pas le rôle de la CNDA que de dire, alors donc on va laisser au Conseil d'État, et puis tant que le Conseil d'État ne dit rien... Donc, on est dans une situation qui est problématique parce que jusqu'à présent, le juge n'a pas pris. C'est un jeu de ping-pong entre le juge et le législateur, à mon avis. Enfin, vraiment, quoi. Quand on a transposé, personne n'a demandé de rajouter cette clause, ni au niveau de la directive qualification, ni au niveau de la transposition qu'on en a faite. Et le juge, il se sent inséré par l'expression. De la volonté générale. Enfin, quand on transpose une directive, on le fait devant le Parlement. Quand on adopte un acte de droit dérivé, le Parlement européen a été consulté en été quand même post-Lisbonne. Donc voilà, enfin, le juge, il est aussi inséré dans un processus d'acceptation des normes qui... Donc là, on en revient vraiment aux questions que vous souleviez ce matin. Et pour l'instant, le juge, il reste vraiment tapis dans l'ombre. Et sur l'Unani, justement, c'est un arrêt qui est vraiment important. Il nous explique quand même que la participation simple à la confection de faux passeports, c'est de la participation à un réseau terroriste. Pourquoi ? Parce que le juge belge l'a dit. Vous voyez, donc c'est vraiment un renvoi au juge national qui, enfin, c'est assez paradoxal, mais pour l'instant, en tous les cas, on reste vraiment sur un statu quo de ce point de vue-là. Avant peut-être d'ouvrir le débat à la salle, je vous laisse peut-être répondre à la question qui vous a été posée. Alors en fait, la difficulté avec les accords PNR, c'est que le rapport de force, il se fait entre l'Union et un État tiers. Au départ, les États-Unis, les accords PNR, c'est pas l'Union qui les a choisis, on lui a imposé, les États-Unis ont imposé à l'Union de transférer les données PNR, sinon l'aéronef ne pouvait pas arriver aux États-Unis. Donc c'est finalement le juge qui est venu un peu au secours des droits fondamentaux dans ce cas-là, et qui a permis de ne pas rendre totalement ineffectifs les articles 7 et 8 de la charte, en permettant d'encadrer ces accords PNR qui, avant, ne bénéficiaient finalement d'aucun encadrement. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas du tout conçus pour respecter à la base les droits fondamentaux. Les autorités américaines étaient parties sur une durée de conservation des données de 50 ans. Enfin bon, c'était bon, aujourd'hui, dans le projet d'accord avec le Canada, on est sur une durée de 5 ans, c'est quand même beaucoup plus raisonnable, mais ils n'étaient absolument pas conçus pour respecter les droits fondamentaux. C'est finalement l'Union qui a dû intégrer ces garanties, et c'est le juge qui est encore venu au secours en invalidant le projet d'accord avec le Canada, et en disant non, il faut que ces accords PNR respectent certaines garanties qui les a listées. Bon, après, à l'Union de se débrouiller pour tenter de renégocier avec le Canada, les accords devront être renégociés aussi avec les États-Unis, l'Australie, à l'imposer également au Mexique. Bon, là, c'est le juge qui est finalement le garant là, des droits fondamentaux.